Bienvenue, cher auditeur, pour ce troisième épisode du podcast spécial Manuel de réussite. Donc, je rappelle, ce manuel de réussite, c'est un livre que j'ai écrit qui est sorti le 1er septembre, qui est un guide vers son épanouissement. On a déjà vu dans les deux épisodes précédents, les deux chapitres précédents, la capacité à être authentique, c'est-à-dire à prendre conscience de ce qui se passe en nous et prendre conscience notamment de nos freins. Et on a évidemment le chapitre numéro 2 qui était basé sur les peurs. Donc comment les peurs, comment elles nous bloquent, elles nous freinent dans notre réalisation. Donc on a vu pas mal d'exemples, etc. Je vous invite à aller écouter, si vous le souhaitez, les deux chapitres précédents si vous tombez sur celui-ci. Aujourd'hui, on va aller traiter un peu plus le chapitre numéro 3 qui s'intitule « Oser prendre des risques » qui est en réalité un aparté sur les peurs. J'avais envie de me taper un petit kiff, voilà. Je me suis dit, j'ai pas tout dit encore sur les peurs. J'ai vraiment traité d'une manière un peu plus spirituelle, etc. Et j'avais envie de l'amener d'un point de vue un peu plus rationnel pour aider les gens qui sont un peu plus cartésiens à prendre conscience de ce que sont les peurs et quels sont les freins, quels sont les enjeux, en fait, de se laisser manipuler par nos peurs. Donc, le début du chapitre, je l'ai amené avec une comparaison, une métaphore avec le jeu d'échecs. Cette métaphore, c'est drôle parce que je l'ai eu lors d'un échange avec un ami où on était en train d'y discuter de je ne sais plus quel sujet. Et je lui ai dit, c'est drôle parce qu'en fait, me vient l'idée de cette partie d'échecs. Et la vie, c'est exactement pareil. Pour gagner au jeu d'échecs, je pense qu'on le sait tous, il faut provoquer son adversaire. C'est-à-dire, il faut placer des pions comme appât pour mieux le piéger, pardon. En sacrifiant des pions, je peux prendre des pions adverses et gagner la partie. Ça veut dire que je ne peux pas attendre que mon adversaire fasse ce qu'il a envie pour ensuite passer à l'action. Parce que ça sera trop tard. Si lui, il place tous ses pions et que moi, j'ai fait des petits mouvements pourris, en fait, il aura mis en place sa stratégie, moi, j'aurais rien fait du tout. Et là, du coup, je me retrouve piégé, je ne peux plus attaquer, je ne peux plus rien faire, il a pris le devant. La vie, dites-vous bien que c'est exactement pareil. Tu es obligé de prendre des risques, c'est-à-dire de sacrifier des pions, pour gagner la partie, c'est-à-dire réussir ton projet ou autre. Ça veut dire que dans la vie, on ne peut pas attendre que toutes les circonstances soient réunies pour passer à l'action, car sinon, l'adversaire, dans ce cas-là, on va dire l'échec du projet, va prendre le dessus. Et qu'est-ce qui nous empêche de passer à l'action ? On l'a vu sur le chapitre précédent, c'est toujours pareil, ce sont les peurs. Alors je sais que dans tout le livre, je bassine tout le monde avec ça, c'est les peurs, mais parce que c'est les peurs, c'est ça, qu'on le veuille ou non. J'aime trop voir des gens, j'aime trop et en même temps des fois ça me met un peu en réaction, mais quand ils me disent « Ah ben non, moi j'ai pas peur, j'ai peur de rien, j'ai peur ci et ça », et ils se rendent même pas compte de la situation dans laquelle ils sont. Combien de fois je suis tombé sur par exemple, il y a très récemment, une amie à moi qui me disait qu'elle était jalouse envers son mari, etc. Enfin, c'était un truc de fou. Et je lui disais, mais tu as peur de quoi quand tu adoptes ce comportement-là ? Qu'est-ce qui fait que tu adoptes cette attitude et ce comportement-là ? Elle me disait, j'ai peur de rien. C'est même pas du déni en réalité. C'est juste de l'inconscience. Ce comportement-là, il n'est pas sain. Il n'apporte pas équilibre. C'est pas joyeux d'être jaloux, c'est pas joyeux d'être possessif, d'être contrôlant envers son mari. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Et c'est quoi ce derrière ? C'est les peurs qui nous poussent à agir comme ça. Alors là, je prends toujours des exemples de couple parce que je trouve que c'est les plus criants. On le vit tous. C'est drôle parce que c'est toujours le plus facile à voir. C'est le plus facile à conscientiser. Parce que quand c'est des peurs qui sont uniquement avec nous-mêmes, là, parfois, ça n'a rien à voir. Et surtout, c'est bien plus souffrant. Donc, c'est pour ça que j'utilise tout le temps des métaphores et des comparaisons avec les couples, parce qu'en plus, je trouve ça fun et assez drôle parfois. Donc voilà. Donc, pour revenir sur cette partie d'échec, on ne peut pas attendre que toutes les circonstances soient réunies. Nos peurs, elles nous poussent à attendre que toutes les conditions soient réunies pour passer à l'action, pour bouger nos pions. Mais devinez quoi ? On ne peut pas gagner de partie sans perdre de pions. On va être obligé de tenter, d'essayer, d'expérimenter, c'est-à-dire de sacrifier des pions pour remporter la partie. Et ce qui est intéressant avec le jeu d'échecs, c'est que c'est le jeu de la vie. C'est que même si je perds, j'ai juste à recommencer la partie.
et j'aurais engrangé de l'expérience, j'aurais level up pour les, pour les plus geeks d'entre nous, j'aurais pexé. Et en pexant, c'est-à-dire en prenant de l'expérience, et ben du coup, je vais pouvoir réaliser une meilleure partie derrière et peut-être remporter cette partie-là. Il faut prendre des risques, c'est-à-dire sacrifier des pions pour passer à l'action. Et c'est là que vient toujours la fameuse phrase que j'ai citée donc dans l'épisode précédent et qui est citée dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, c'est que la peur de perdre est plus grande que l'idée de gagner. C'est très important ça. La peur d'avoir une belle relation, non, la peur, comment dire, d'être trompé est plus grande que l'idée d'avoir une belle relation. La peur d'échouer son projet professionnel est plus grande que l'idée de réussir son projet professionnel. Donc à partir de là, je ne passe pas à l'action. J'ai tellement peur d'échouer que je ne passe pas à l'action. Je ne me lance pas dans mon projet professionnel. Une situation, là actuellement, je me rends compte que je vois beaucoup de gens, j'analyse beaucoup de gens qui sont dans des travails, comment dire, des jobs un peu lambda, des facteurs, je ne sais rien moi, des restaurateurs, des maçons, etc. Bon bref. Et je me rends compte que énormément de gens ne veulent plus continuer ce travail-là. Mais la peur de ne pas trouver le job idéal, la peur de se retrouver en difficulté financière, la peur de perdre une prison, de perdre, on va dire, entre guillemets, sa prison dorée et tous ces avantages qui vont avec, est plus grande que l'idée d'avoir un job épanoui. Et donc, ben, quand ces peurs-là prennent trop de place, ben, on stagne, on reste en place. Et très souvent, quasiment tout le temps, on n'en a même pas conscience en fait. On n'en a même pas conscience. Alors, pour faire le point sur ce chapitre numéro 3, donc évidemment, j'essaye de traiter d'une manière un peu plus rationnelle les peurs, etc. Je parle des références. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, une personne qui est constamment trompée par ses partenaires amoureux arrive facilement à faire confiance? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui n'a jamais été trompée puisse avoir une peur bleue de l'être? Qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a échoué constamment à tous ses examens ne vive aucun stress à l'idée d'en préparer un autre? Qu'est-ce qui fait qu'une autre personne qui n'a jamais échoué à aucun de ses examens de sa vie vit un stress de dingue qui risque de l'amener à un échec? En fait, ce sont nos références mentales. Ce que l'on a vécu dans le passé, on a tendance à énormément se baser dessus. Et l'important, c'est pas la référence en elle-même, l'important, c'est ce que tu en fais de cette référence. Les échecs et les réussites passées, elles doivent être à notre table en tant que conseiller, mais pas en tant qu'actionnaire principal. Parce que si je suis quelqu'un de très optimiste et de très positif, je risque de développer un état de surconfiance. Oh, mais c'est bon, je suis tranquille là. Moi, j'ai réussi tous mes examens. Lui, je le prends à la cool, ça va passer. Qu'est-ce qui se passe? J'échoue. Inversement, quelqu'un qui est très pessimiste et très négatif, ça va être l'inverse. Il suffira qu'il ait réussi tous ses examens, mais qu'il y a eu un seul sur une vingtaine d'examens où il a échoué, eh ben, il va rester concentré uniquement sur cette référence négative passée. Il ne va pas voir, cette personne-là ne va pas voir les 19 autres examens qu'elle a réussi et qui se sont très bien passés. Elle va rester focus sur celui qu'elle a loupé. Donc je répète, nos références passées, c'est-à-dire nos échecs et nos réussites passées, doivent nous servir de guide, mais ne doivent pas être un frein dans notre réalisation. C'est comme les gens qui réussissent tout, il y en a qui vivent une pression de dingue, alors qu'ils réussissent constamment tout. Parce qu'ils ont une peur bleue d'échouer, et alors là, cet échec va faire énormément mal. Il y a des gens qui n'ont jamais quasiment échoué de leur vie. Tout est allé très très vite. Tout se passe très très bien. Et un jour, boum, c'est la dégringolade. Inversement, tu as des gens qui ont toujours échoué. Toujours échoué. Et pourtant, ils arrivent quand même à avancer sereinement. Alors c'est un peu paradoxal ce que je viens de dire, mais c'est concret. Il y a des gens qui ont eu, une vie très facile en termes de réussite, etc., mais qui ne réussissent rien de concret. C'est assez particulier. Et il y a des gens qui ont une vie extrêmement difficile, qui ont eu beaucoup d'échecs, et qui réalisent de grandes choses. En fait, ça ne veut rien dire. Le plus important, c'est de savoir où on se situe soi-même, et quel est en gros notre format, notre pattern
de référence par rapport à nos actions et réussites passées. C'est-à-dire comment on interprète tout ça. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui se focus énormément sur le négatif. Je suis très pessimiste parfois et très négatif. C'est-à-dire que je vais pouvoir réaliser 99 mois, je vais y arriver, 99 fois la même chose. S'il y a une fois où j'ai loupé, je vais me concentrer uniquement sur cette fois où j'ai loupé. Et c'est important de le savoir parce que ça nous ronge énormément. Il faut arriver à se stabiliser, il faut arriver à se rassurer parce que ça peut être un vrai frein à notre réalisation, ce genre de pattern-là. Donc le meilleur moyen aujourd'hui de pouvoir avancer sereinement, ça va être d'expérimenter. L'expérimentation, elle est à la base de toutes les solutions. Et quoi de mieux que pour expérimenter, c'est tout simplement de passer à l'action. Il y a un vrai travail du coup, donc je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 2, à vous procurer le livre si vous voulez aller développer un peu plus ça par rapport aux peurs, parce que c'est toujours les peurs qui nous empêchent de passer à l'action en fait. C'est toujours ça. Et tu auras beau, en fait, écouter tous les podcasts que tu veux sur les peurs, tu auras beau lire tous les livres que tu veux sur les peurs, tu n'apprendras pas à te confronter à ta peur tant que tu ne passeras pas à l'action. Tu n'apprendras pas à jouer du piano en regardant des tutos YouTube. Il va falloir que tu joues du piano. Tu n'apprendras pas à communiquer avec ton partenaire en écoutant le dernier podcast de ton influenceuse préférée. Il te faudra communiquer avec ton partenaire. C'est le principe même de ce qu'on appelle la pyramide de l'apprentissage. C'est un peu une hiérarchie des méthodes pour apprendre. On retient, on conscientise, entre guillemets, 10% de ce que l'on lit. C'est-à-dire que quand vous allez lire manuel de réussite, vous allez retenir peut-être que 10% dessus. Mais malin comme je suis, malinx le lynx, j'ai mis à la fin justement de ce livre des exercices, des questions. Pourquoi ? Pour expérimenter. Et ça permet d'augmenter ce pourcentage d'apprentissage. L'être humain il se souvient de 90% de ce qu'il fait lorsque cet apprentissage passe par une expérimentation pure et simple. Donc, expérimentez. Vous vivez une peur, par exemple, je reviens toujours sur la communication avec votre partenaire, etc. Notez les peurs, faites, comme dans le livre, les conséquences, etc. et les exercices, bon bref. Et ensuite, vous passez à l'action. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que ça a été positif, négatif ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Il faut apprendre à expérimenter. C'est le but même de la vie, on est là pour expérimenter, c'est comme un jeu vidéo. Alors évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je dis pas, moi le premier, il y a plein de fois où j'ai pu être en PLS parce que j'ai passé à l'action et ça s'est pas passé comme je voulais et c'était terrible. Mais il faut bien prendre en compte une chose, c'est qu'on ne peut pas attendre que toutes les circonstances soient réunies pour passer à l'action. Parce que ça n'arrivera jamais. Si un jour tu décides de quitter ton job, tu te dis, ok, il me faut un autre boulot, il me faut tel truc, tel machin, proche de la maison et tout. Tu auras beau avoir toutes les circonstances qui se mettent en place, il y a toujours ton ego qui va venir titiller le truc, le détail qui va t'empêcher de passer à l'action. Et il y a beaucoup de gens, moi le premier, qui sont dans cette configuration-là. On a tendance à attendre que tout soit parfait pour passer à l'action. Or, ce parfait viendra au moment où je passerai à l'action. C'est ça qui est paradoxal en fait. Et c'est ça qui est extrêmement difficile. Donc on ne peut pas attendre que toutes les conditions soient réunies pour passer à l'action. Il y a un vrai travail par contre à réaliser concernant notre perception de l'échec. Parce que l'échec, c'est une obligation. La réussite, c'est un choix. On va être obligé de passer par l'échec. Comme un enfant, quand il vient de naître et qu'après, au bout de X temps, il développe sa motricité, etc., il va apprendre à marcher. Mais il arrive, il ne tape pas des marches de 10 km du jour au lendemain, le petit. D'accord ? Il va d'abord se ramasser pas mal de fois. Et à un moment donné, hop, ça va passer, il va réussir. C'est exactement la même chose. L'échec, c'est une obligation. Peut-être que quand vous allez vouloir communiquer avec votre compagnon, peut-être que la première fois, ça va échouer. Ça va partir en cacahuète, ça va vous remettre en réaction, bam. Deuxième fois, pareil. Mais peut-être que la troisième fois, ça va fonctionner. Et c'est là, en fait, qu'on fait partie intégrante du processus de l'expérimentation. C'est comme ça. J'essaye, je try, pour faire le bilingue,
Et c'est là qu'ensuite, je peux soit échouer, soit aller vers mes réussites. Mais dites-vous bien une chose, c'est que lorsque je suis capable de tirer des leçons, des avantages, du positif d'un échec, je suis déjà dans la réussite en fait. Je suis déjà dedans. Donc voici un petit plus en termes de contenu concernant le chapitre 3 sur oser prendre des risques. Évidemment, je vous invite à vous procurer le livre sur Amazon si vous souhaitez aller un peu plus en profondeur là-dedans. N'hésitez pas à me notifier en commentaire ou autre si vous vivez des situations. D'ailleurs, je vous invite aussi, là maintenant, par rapport à ce podcast, à vous poser une question. Est-ce qu'il y a une situation où vous attendez quelque chose en particulier pour passer à l'action? Est-ce que vous attendez plus d'argent pour changer de travail, pour partir en vacances? Est-ce que vous attendez que votre relation change pour vous projeter dans cette relation? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous vous empêchez de faire aujourd'hui parce que vous attendez que toutes les circonstances soient réunies? Je vais vous donner un exemple concret. À l'heure où j'enregistre ce podcast, nous sommes fin octobre 2024 et j'ai décidé de partir en voyage en Thaïlande, en Asie, etc., normalement à durée indéterminée. Et je vous dis normalement parce qu'il y avait une énorme partie de moi qui m'en a empêché au début, parce que j'attendais que toutes les conditions soient réunies. J'attendais d'avoir un job sûr, j'attendais d'avoir un appartement, j'attendais d'avoir tout l'argent nécessaire, etc. Toutes ces conditions-là pour pouvoir réaliser ce projet. On ne peut pas attendre tout ça. Parce que je vais vous dire un truc très simple. Si, imaginons, j'aurais eu mon appartement, j'aurais eu le job qu'il fallait, j'aurais eu l'argent qu'il fallait, etc., je ne serais certainement pas parti comme je vais le faire là. Parce qu'il y aurait eu d'autres peurs qui se seraient mis en place, d'autres craintes. Peut-être que je me serais dit, oh là là, j'ai un crédit sur l'appartement, je peux pas partir comme ça, pendant X mois. Oh là là, j'ai un très bon job, si je le quitte, je vais peut-être pas pouvoir le retrouver. Oh là là, j'ai beaucoup d'économies, si je pars, je vais taper dans toutes mes économies, en même temps je vais perdre mon job, etc. Et mais ça y est, c'est parti. La boule de neige est lancée, ça ne s'arrête plus. Et là, peut-être que j'aurais eu encore plus de difficultés à partir. Donc posez-vous bien la question, est-ce que vous avez une situation aujourd'hui où vous attendez quelque chose en particulier pour passer à l'action? Et je vous invite du coup, derrière, à déjà en prendre conscience de cette situation-là. Qu'est-ce que vous attendez comme condition? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que cette situation, le fait de rester dans cette passivité-là, de ne pas passer à l'action, c'est quoi les conséquences? Je vous ramène du coup au chapitre numéro 2 sur les peurs. Quelles sont les conséquences, vu que je m'empêche de passer à l'action? Bon, tout ça, vous l'avez dans le livre. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. À très vite.